bienvenue sur cette chaîne de Rafiki Mentor. Aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur. C'est-à-dire que depuis l'âge de 6 mois, j'ai principalement grandi et été éduqué par mes grands-parents. Et même, j'ai joué au foot de 0 à 15 ans. Avec ton gaucher, tu places pour bien tirer du droit. C'est ça. J'ai le plus grandi, il était professeur des écoles. Donc lui, c'était la personne la plus stricte que j'ai jamais vue. Il a un beau patrimoine immobilier. Donc lui, c'est la personne qui m'a toujours inspiré. Tu vois, il arrivait, que ce soit son attitude, quand on faisait des repas de famille. C'est dur parce que tu te fais critiquer constamment. Quand tu penses que c'est fini, c'est là que tout commence. Alors, bienvenue dans cette interview extraordinaire. Tu es habitué à moi, tu vois. Je vais aller chercher des pépites, je vais chercher des personnes extraordinaires qui construisent des choses. Extraordinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sortent de l'ordinaire. Donc, bienvenue sur cette chaîne de Rafiki Mentor. Aujourd'hui, je suis avec un entrepreneur qui va se présenter. On va voir un peu son parcours. Et du coup, j'accueille Vincent Robert et je vais te laisser te présenter, tu vois, vraiment très court. Et après, on va aller petit à petit dans ton parcours et aller voir tous les galères que tu as eues pour être là où tu es aujourd'hui. Donc juste présente-toi et après on commence. Du coup, je m'appelle Vincent Robert, j'ai 33 ans et du coup, je suis gérant de plusieurs sociétés dans différents secteurs d'activité, l'immobilier, la formation, le marketing digital et le luxe. Le luxe. Ah ça, je ne savais pas le luxe. Hein. Bon, tu te préciseras tout ça tranquillement. Donc, bon, allons droit au but. Donc, dis-moi en fait un peu ton histoire. Comment tu vis, comment tu grandis de tes 0 à 15 ans? Moi, j'ai grandi principalement chez mes grands-parents. Donc, quand j'étais petit, en fait, c'est-à-dire que depuis l'âge de 6 mois, j'ai principalement grandi et été éduqué par mes grands-parents. Donc, ma grand-mère et mon grand-père. Et ma grand-mère a été être touchée, enfin, c'était des personnes qui avaient des revenus modestes, hein, rien de plus. Du coup, c'est eux qui m'éduquaient. Et moi, je me rappelle, durant ces moments-là, j'avais en soi une vie assez, une jeunesse assez heureuse, tu vois, tout en ayant un manque d'argent. Par exemple, des fois, quand il fallait payer la cantine, des choses comme ça, ma grand-mère, elle appelait ma mère et du coup, c'était compliqué parce qu'elle n'avait pas les moyens. Du coup, ma mère me disait, ouais, mais non, j'ai pas envie de payer. Enfin, bref, des trucs, des choses où, par exemple, je me rappelle même des détails, tu vois, quand on faisait des courses, il y a des paquets de gâteaux, tu vois. Non, dernièrement, le meilleur exemple, c'est ça. Dernièrement, tu vois, c'est la saison des mangues à La Réunion, des mangues américaines, des mangues. Tu sais que des mangues José américaines, ça coûte entre 5 et 6 euros le kilo, tu vois. Et je sais qu'à l'époque, tu vois, qu'on a acheté ça, moi, je mangeais ça une fois tous les 2-3 ans, voire tous les 5 ans, ou si c'était une fois par an. Et ma grand-mère me disait, ouais, ça coûte trop cher et on n'a pas les moyens d'acheter des mangues, tu vois. Donc, de temps en temps, elle achetait une. Donc, genre, ça faisait 100-150 grammes pour me faire plaisir. Mais j'ai toujours vécu, quand j'étais jeune, dans ce côté manque d'argent, tu vois. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une de mes blessures, c'est vraiment le manque. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, je travaille autant et je mets autant en place d'activités pour combler ce manque-là. Pour combler ce manque-là. Ah, ok, je comprends mieux. Bon. Et à l'école, comment tu es? Comment ça se passe à ce niveau-là? Je suis quand même assez timide, tu vois. Je suis un peu dans mon coin où je vais pas aller discuter avec les gens tout en faisant en sorte que les gens m'apprécient, tu vois. Quand je parle de blessures, j'ai beaucoup travaillé sur mes blessures dernièrement et j'ai notamment deux blessures qui reviennent assez souvent, c'est l'abandon et la blessure de l'humiliation. Et moi, je me rappelle que j'étais assez gros à l'école et c'était quelque chose où les gens, mes camarades d'école pas me critiquaient, mais m'ont caté, comme on dit à La Réunion, et du coup, me chambraient par rapport à ça. Et même, j'ai joué au foot de 0 à 15 ans. Ah ouais? Tu sais, je suis arrivé. T'as joué à quel poste? Tu sais, j'ai joué un peu attaquant, milieu, et le poste où je me suis le plus épanoui, on va dire, où là j'ai marqué des buts, c'était arrière gauche, alors que je suis droitier. Ah ouais. Ouais. Non, mais c'est bien parce que arrière gauche, avec ton gaucher, tu places pour bien tirer du droit. C'est ça. Et
Et à la fin de ma carrière, si je veux dire ça comme ça, tu vois, c'est quand j'avais 15 ans, j'étais minime. J'ai dû marquer 2, 3 buts dans un match. Et à ce Ah poste-là, ouais. j'étais fort pour faire des coups francs, pour faire les corners. Ouais, c'est ça. J'étais fort pour ça, tu vois. Mais justement, j'étais bien grassouillé, ce qui fait que j'avais du mal à courir derrière le ballon aussi. Et Ok. généralement, mon coach, il me disait, ouais, Vincent, cours un peu plus vite et tout, etc. Donc, c'était quelque chose qui revenait souvent, le poids et mon poids. Et à ce moment-là, tu t'es fait, enfin, tu rencontrais beaucoup d'humiliation. Tu te sentais comment dans ce milieu-là? Moi, je me sentais un peu rejeté, tu vois. J'étais un peu, pas le seul gros, tu vois, mais pas loin. Tu sais, quand tu es une équipe de foot, généralement, quand tu es jeune, tu as plutôt une allure assez sportive, tu vois. Enfin, tu es plutôt mince, etc. Et moi, j'étais allé sur les quinzaines de joueurs qu'il y avait, j'étais allé peut-être faire partie des deux plus gros, tu vois. Donc, j'ai du mal à Ok. courir. À l'école, quand il y avait des trucs de cross running, là, je sais pas quoi, enfin, ça me fatiguait. J'arrivais tout le temps, genre, dernier. Mais j'avais toujours cet esprit, je me suis dit, un jour j'aurai ma revanche et il faut que je cours, il faut que je m'entraîne, des choses comme ça, tu vois. Ok. Et à l'école, t'étais bon, mauvais, enfin, comment tu t'es dans les études? Normal, tu vois, Chez quel? j'avais la moyenne, je passais, tu vois. J'avais la moyenne, j'étais plutôt, on va dire que j'étais plutôt intelligent, mais je faisais pas plus d'efforts pour pouvoir me dire, je me mets au-dessus des autres ou autre. Je faisais le job et point barre, en fait. Moi, tu faisais le minimum et ça passe, c'est bon. Exactement. Je me rappelle même, tu vois, par exemple, sur des devoirs d'école, les devoirs maison, c'est le truc qui me saoulait un peu plus. Si je Mhm. faisais, mais j'allais plus aller recopier sur des potes, je modifiais un peu et j'étais pas là à pousser la réflexion, tu vois. J'étais pas la personne à me dire, OK, bah, je vais aller pousser un peu plus loin et sortir quelque chose de plus poussé que les autres. Mhm, mhm. Ok. Et ensuite, Genre, tu vois, si ChatGPT existait à l'époque, j'aurais tapé tout dessus et j'aurais fini le travail ah que ouais, j'avais à faire. ah ouais, 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 je vois. Ouais, j'étais plus Heureusement, une heureusement. personne à être plus malin dans l'approche et à me dire comment en très peu de temps je peux avoir la moyenne et passer à autre chose, en fait. Ok. Donc ça veut dire que tu avais déjà cette notion de bon flemmard, de la personne qui va essayer d'optimiser, en faire le moins pour avoir le plus de résultats, quoi. C'est ça. Ok. Et dans ta famille, est-ce qu'il y avait, je sais pas, tes parents ils étaient salariés, entrepreneurs, c'était quoi leur, un peu leur situation? En fait, ma mère, elle était tout, elle a souvent été indépendante. Donc, je dirais entrepreneur, mais plus indépendante. Tu sais, elle Indépendant, faisait ok. beaucoup de marketing de réseau. Enfin, moi, quand je l'ai connue, enfin, quand je l'ai connue, ouais, quand j'ai grandi au début avec Oui, elle, ouais. elle avait un centre de formation et j'avais oublié ça. Ah ouais. Ah ok. Du coup, elle faisait de la réinsertion professionnelle. Donc, c'est-à-dire que Ok. les personnes qui ont du mal à s'intégrer dans la société, bah, elle les prenait, les aidait, les formait et les permettait de trouver un poste. Un travail, ok. Et du coup, elle a fait ça, elle a fait beaucoup d'activités à côté. Genre, elle aussi, elle faisait plein de choses. Genre, beaucoup de ventes directes. Genre, elle vendait des bijoux plaqués or, elle vendait des parfums, elle vendait des sous-vêtements. Enfin, tu vois, du truc en mode vente directe, là. Ouais, Marketing de ouais. réseau. Elle vendait plein de choses comme Vente à ça. domicile aussi, Et ouais. Ouais. c'est ça. Elle était agent immobilier aussi, à un moment donné, de sa carrière. Voilà, elle a fait plein de choses. Après, à un moment donné, elle s'est mariée avec un expat, enfin un expatrié, Ok. quelqu'un qui était chef de chantier, conducteur de travaux. Et du coup, lui, à un moment donné, il avait plusieurs missions à l'étranger, comme les îles Comores, en Afrique, en Nouvelle-Zélande, à Paris, enfin un peu partout. Et du coup, bah, elle suivait à chaque fois dans son expatriation. Et du coup, comme elle adore voyager, bah, ça la permettait de bouger un peu partout, quoi. Ok. Donc elle était indépendante, elle faisait plein de choses. Ouais. Mon grand-père, avec qui j'ai le plus grandi, il était professeur des écoles. Donc lui, c'était la personne la plus stricte que j'ai jamais vue. La, la, Ensuite, la ma plus dure. grand-mère, c'était la personne la plus bienveillante, tu vois. Tout le monde l'aimait. Ma grand-mère, tout le monde Ouais. l'adorait, tu vois. Tout le monde parlait d'elle, tout le monde la connaissait. Et ensuite, mon père, lui, bah, il était cadre dans le département, donc au département, pareil, bien connu aussi. Et à côté, il montait plusieurs petits projets de société. Il avait une imprimerie, il vendait des bouddhas, enfin, il avait deux, trois petites choses à côté, pas Ok. mal de petites activités aussi. Et Ok. après, en termes de mentor, on va dire, j'avais mon oncle qui m'inspirait, ou lui qui m'inspire Ok. toujours.
C'est un entrepreneur qui est, enfin, déjà, c'était un très bon directeur. Après, il a racheté la boîte dans laquelle il travaillait. Et maintenant, c'est un entrepreneur. Il a investi dans l'immobilier. Il a sa société qui génère plusieurs millions. Il a un beau patrimoine immobilier. Donc, lui, c'est la personne qui m'a toujours inspiré. Tu vois, il arrivait avec que soit son attitude, quand on faisait des repas de famille. Il venait avec des belles voitures assez souvent. Il venait, tu vois, des gâteaux qu'on trouvait genre à la capitale et qu'on trouvait pas nous en Ah ouais. province. Faire ça comme ça, tu vois, des choses. C'était le plus aimé ou le plus détesté? Non, c'était le plus aimé, tu vois. Mais c'était lui Ouais, que, genre, tu sais qu'à Noël, quand t'allais avoir le plus gros cadeau, c'était avec lui, tu vois. c'était avec lui. Enveloppe, c'était avec lui. Toutes les bonnes choses, tu pouvais avoir avec lui, en fait. Là, je te dis ça parce que tu vois, dans certaines communautés ou familles, au contraire, ils sont jaloux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que la réussite de cet oncle-là renvoie, tu vois, leur échec, leur propre échec. Et du coup, ouais. ça les gêne. Donc, du coup, t'as pas eu ce problème-là avec cet Bah, oncle-là? après peut-être que j'étais encore petit et je le percevais pas comme ça, tu vois. Ok, Mais moi, en tout ouais, cas, de ouais. mon aspect à moi, en tout cas, il m'a inspiré, tu vois. Et c'était vraiment le tonton. J'étais peut-être jaloux de ses enfants, tu vois, parce qu'ils avaient tout sans rien faire. Il avait tout, oui. Mais Ouais, sur mon oncle, non, tu vois, c'était tout le temps le tonton qui m'inspirait. Et même, je l'inspiration. faisais plein de choses pour le montrer que moi aussi, je peux le faire, tu vois. Genre, bah, à l'école, bah, je travaillais mieux que ses enfants et je travaillais un peu plus mieux à l'école, bah, pour pouvoir lui dire, bah, regarde les notes. Il y a même des trucs, c'était marrant. J'apprenais à faire des cocktails et je sais que lui, il venait quasiment tous les dimanches manger bah, chez sa maman, qui est ma grand-mère, Ouais. avec laquelle j'ai grandi. Et du coup, bah, je nettoyais le garage, je nettoyais la maison. Quand il venait, des fois, je faisais des trucs en mode, j'apprenais à faire des cocktails. Et du coup, Mhm. bah, ce que je faisais, bah, je préparais des cocktails et je mettais en place un petit bar à cocktails exprès. Et quand il venait, bah, il y avait des cocktails exprès. Ah ouais. Ça ressemble un peu à l'histoire de père riche, père pauvre. T'avais un père qui était cadre Ouais, et c'est un autre, vrai. T'as vu que j'avais fait gaffe et exactement. un autre père riche. Ah, c'est Et je faisais intéressant. plein de trucs comme ça, tu vois, pour montrer que, bah, je suis capable et tu vas voir que je vais te rendre un peu fier, je vais te rendre fier, en fait. Et du coup, comment tu commences à... Là, 15 ans, je sais pas si t'es au collège ou au lycée, je sais plus, tu vois. J'ai plus la notion de l'école. 15 ans, c'est collège, ça. Du collège jusqu'à que tu commences à faire ta première activité professionnelle. Je sais pas si tu rentres dans l'entrepreneuriat direct ou tu deviens salarié. C'est quoi cette évolution entre 15 ans jusqu'à ta première activité pro? Bah, il y a eu le lycée, tu vois. Et pendant le lycée, j'ai fait une première activité, on va dire, qui est pas forcément déclarée. C'est Oui. que moi, ma grand-mère, elle avait elle a toujours d'ailleurs un énorme jardin. C'est un truc qui doit faire peut-être 2000 mètres carrés. Et en fait, moi, Ok. j'ai pris une partie et quand on allait faire les courses, bah, j'ai acheté des graines de salade, tu vois. Et du coup, je l'ai Ok. planté dans le jardin. Et le truc, mine de rien, il a bien poussé. Et bah, ce que je faisais le soir, dès que je rentrais de l'école, bah, je me mettais sur le bord de la route et je vendais des salades que j'avais plantées. Ah ouais. Mais comment t'as eu ce déclic de faire ça? Et je sais pas pourquoi. En faisant les cours, je me suis dit, peut-être je vais tester, je vais planter un peu des choses. Et Ok. la salade, c'est un truc qui a poussé. Ok. Ça prend du temps à pousser la salade? Non, c'est rapide, ça prend Mhm. même pas 2 semaines en fait. Ah ouais? Une Ouais, salade dans Batavia, les olives, laitue, parce que des c'est trucs trop comme ça? humide Ouais. et le Oui. truc pousse ultra vite. Dès que t'as beaucoup de pluie, plante les graines, bah, ça pousse. Bah, fais un test, tu vois, prends une salade que t'as mangée et garde le Ouais. fond là et mets dans de l'eau. Le Tu vas fond voir. là? Ok. Je mets Tu dans mets dans un l'eau. petit verre d'eau ou dans un Ouais. bol ou dans un truc comme ça et tu verras la vitesse à laquelle ça t'auras des nouvelles feuilles. Ah ouais. En plus, je mange beaucoup de salade, hein. Et du coup, les gens, ils adoraient mes salades parce que je mettais sur le bord de la route. Généralement, c'était des gens qui faisaient leur footing le soir. Et je commençais à générer ma petite clientèle comme ça. Tu vois, je vendais 1 franc la salade. Donc, ça me faisait mon petit, allez, 5 à 10 francs par jour, tu vois. Mm. Après, j'ai fait un moment et j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi, tu vois, j'ai arrêté, peut-être par rapport à l'école ou autre. Et ce qui fait qu'en arrêtant, il y a même des gens qui m'ont dit, eh ben, Vincent, vend plus de salade sur le bord de la route et demander ça à ma grand-mère et tout. Ah ouais, il te cherchait. Donc, on va dire la première activité pendant la période de lycée, c'était un peu ça, de vendre, de planter des salades et de revendre sur le Des bord de la salades. route. Et Ok. après, pendant toutes mes vacances scolaires, moi, j'ai essayé de travailler. Je travaillais avec un de mes oncles qui avait aussi une entreprise d'électricité. Et je travaillais avec lui, je tirais des câbles, je faisais les branchements, j'installais des prises. Et c'était plutôt bien payé, tu vois. Je touchais 50 euros la journée. Mais c'était par contre de Ah ouais, c'est 4 bien heures du payé. matin à 14 heures. Et l'après-midi, je dormais jusqu'à 4 heures du matin, tu vois. Ah ouais, tu te Et réveillais pas pour ah non, manger. c'était tellement chaos. Ouais. Et à La Réunion, tu vois. D'ailleurs, je me rappelle la première journée de travail, j'ai eu mon
mon oncle et il me dit, bah, t'as préparé un goûter et tout? Je dis, bah, je sais pas, à l'époque, j'avais préparé, tu sais, les pains de mie, là, les pains au lait. J'avais mis du Nutella dedans. Et il dit, bah, c'est suffisant ça pour la journée? Je dis, oui, j'en ai pris 5 et ça va être suffisant, tu vois. Et du coup, on y va, 6 heures du matin, il me dit, t'es sûr, tu veux pas manger un truc, genre un sandwich ou une barquette ou je dis, une barquette de riz grand matin comme ça? Je dis, non, non, je veux pas. Je vais vomir. Tu sais, j'étais à peine réveillé, on va manger du riz à 6 heures du matin. Et du coup, Ouais. tu vois, on commence à travailler. Et en fait, dans le bâtiment, à 10 heures, ils font une pause. Et eux, ils sortent leur grosse marmite de riz, enfin, leur grosse gamelle, tu vois. Ah ouais. Et du coup, ils sont en train de manger à 10 heures. Et crois-moi, j'avais la dalle de ouf à 10 heures. J'aurais bien mangé du riz avec du carré. Et t'as regardé ton pain au lait Nutella, tu Et dis, moi, je mangeais mon toi, pain au lait. Et je me suis dit, et en fait, ils mangent à 10 heures et ils remangent à 14 heures quand ils ont fini de travailler. Et du coup, voilà, et le lendemain, crois-moi, je me suis dit, allez, je prends ma barquette de riz aussi. Et c'était marrant, ce que j'ai bien aimé dans ce travail-là, c'est déjà, t'es assez bien payé, 50 euros à la journée. Après, c'est ultra fatigant. Et après, de l'autre côté, tu vois, tu travailles en plein air, donc t'es sur des maisons en construction. T'as vu sur la montagne, t'as vu sur l'océan. Et j'avais bien aimé ce côté-là où t'es libre. t'es libre, Travailler. t'as l'air libre, toi. C'est ça. Et c'était assez sympa, tu vois. Et même des fois, on intervenait sur des chantiers avec mon oncle. C'était des maisons de luxe. J'arrivais, t'avais des Porsche dans le garage, t'avais des gros 4x4 et tout. Je dis, ouais, c'est quoi ces Ah maisons de fou? ouais. Tu dis, il y a ça ici à La Réunion. C'est ça. Ça m'inspirait déjà, tu vois. Et donc, j'avais fait ce travail. Après, j'étais agent administratif. Donc, je classais des documents, je faisais des photocopies. Ouais, voilà, je fais un peu le commercial. Après, je commençais à maîtriser un peu des outils, style création de site internet. Donc, j'ai dit à mon oncle, vas-y, bah, je te crée un site internet et je travaille pour toi pendant 1 mois et demi, 2 mois. Donc, il me payait 1 200 € au SMIC pendant 2 mois et je lui ai fait son site internet. Voilà, tu vois, je commençais à mettre un Mais peu la t'avais main pas dans la peur de pas être à la hauteur Non, pas de ce plus que que tu ça. proposais, non? J'avais assez confiance en moi déjà, tu vois. Donc, Ah ouais? je me suis dit, je peux apprendre vite, j'ai une capacité à m'adapter. Et d'ailleurs, même le site internet que j'avais proposé, c'était même pas moi qui faisais le site. Ah, ok. Je faisais toute la partie avant. Et je faisais tout ça sur un document Word. Et je faisais les photos, le shooting, tout, des collaborateurs. Et le but, c'était de donner tout ça à la personne qui va développer le site. Ok. T'avais déjà cette notion de délégation? Ouais, bah après, j'intervenais sur le scope que je connaissais, tu vois. Oui, Je sais oui, pas oui. si c'était délégué, mais je me dis, Ouais. ce que je peux faire, c'est faire les photos, prendre des photos des collaborateurs, prendre leur interview, ce qu'ils veulent, expliquer c'est quoi la société, donc prendre des éléments un peu partout sur Internet, c'est quoi l'assurance et tout, parce que là, c'était dans l'assurance. Et après, bah, donner tout ça au développeur et il fait son truc. Ok. Et ça va, t'as pas eu de galère, de retard, de trucs qui sont passés mal dans ce projet-là? Je pense que si, j'ai pas de souvenir, mais je pense que oui, j'ai dû avoir des problèmes. Je sais qu'à un moment donné, je devais faire le tour parce qu'on devait faire une carte. Il y avait 14 agences Mhm. à la et je devais faire le tour de toutes les agences, prendre des photos, des témoignages. Et ben, il fallait que j'ai l'aval de tous les collaborateurs, passer. Ça les faisait un peu chier en fait à l'époque. Du coup, ils voyaient pas Mhm. forcément l'intérêt d'avoir un site internet. Quand je te dis ça, on était en 2015, tu vois. Ok. Donc, ils disaient, ouais, avoir un site internet, ouais, je sais pas, tu vois. Ça sert à rien. Je faisais plein de petits jobs comme ça, bah, qui me permettaient d'avoir de l'argent de poche. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première voiture, je l'ai équipée. Moi, j'ai toujours été passionné de voiture, tu vois. Et c'était quoi la première voiture? C'est une Seat Ibiza TDI. Ah, vous kiffez les Seat, hein, les Réunionnais. Le cliché, bah ouais, c'était Et le affreux. cliché. Donc, Bien Seat tuné, 90 chevaux. avec des bien- LED partout. Ouais, j'ai pas mis des LED, mais je voulais, tu vois, sauf que j'avais pas les moyens. J'ai mis des jantes, j'ai mis un échappement inox, j'ai mis un Ouais. programme, un stage 1. À l'époque, je sais même pas que ça s'appelait un stage 1. Donc j'ai mis un C'est programme quoi ça? dedans. Et en Ça fait, sert à quoi le programme? ça permet d'améliorer les performances. En gros, tu vas booster ta voiture et tu vas Ok. gagner 30 à 50 chevaux. Juste en reprogrammant le processeur de ta voiture, en fait. Ah ouais. Pas obligé de changer le moteur. Non, tu changes rien. Par contre, si Ok. tu as mis un programme trop fort, bah, tu pètes ton moteur. Et c'est ce que plein de gens faisaient. Ah ouais. Et du coup, bah, pour améliorer les performances, il fallait améliorer l'arrivée d'air et il fallait améliorer les systèmes d'échappement, tu vois. Normal, tu augmentes les performances, bah, il faut que tu évacues plus et il faut que tu fasses Ouais. rentrer plus d'air. Et du coup, bah, pour ça, on a fait manuellement des choses avec un pote à moi et on a fait nous-mêmes les travaux. Tu vois, je me rappelle, je mettais des gaines d'électricité, de clim, là, des grosses gaines aluminium. Pour Mhm. l'arrivée d'air, j'avais fait un trou dans mon pare-choc. J'ai mis la gaine devant, tu vois, comme ça l'air était devant. Il prenait l'air devant et il l'envoyait Ouais. directement sur mon turbo. Ah ouais. Ok. Super. Et ensuite? Et du coup, bah, tout mon argent passait dans les voitures.
Donc, premier apprentissage, premier échec, ça veut dire que tout l'argent que je gagnais, au lieu de l'investir, bah, je mettais ça dans le kiff et dans des objets de luxe, entre guillemets, à De l'époque. luxe, ouais, ouais. Donc Et du coup, voilà, comment après, t'as eu j'ai fait Ouais. 2 années de classe préparatoire. Donc, moi, je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, tu vois. Je savais que je voulais gagner très bien ma vie. Donc, je me suis dit, je vais bien travailler à l'école, faire des bonnes études, un bon travail. Donc, je visais le poste d'ingénieur où c'était plutôt bien Mhm. payé. Et du coup, Mhm. le poste d'ingénieur, là où c'était sympa, c'est que bah, il fallait faire 2 années de classe prépa et ensuite faire une école d'ingé. Et donc, les 2 années de classe préparatoire, j'ai fait à Saint-Denis. Et donc, bah, là, je kiffais, hein. Je faisais la semaine classe prépa. Bon, c'était chiant. Il fallait travailler dur, il fallait apprendre, c'était fatigant. C'était une époque où vraiment c'était chiant. Mais après, à la fois, ben, j'étais assez libre. Le vendredi soir, j'allais à la pousse dès que j'avais des cours étaient terminés. J'allais faire des runs nocturnes, totalement illégales. Et le dimanche soir aussi. C'était mon kiff, tu vois. C'était la semaine, je travaillais. Le vendredi, le week-end, je kiffais. Et je me rappelle que aussi le week-end, je rentrais. Moi, j'habitais à Saint-Denis. Donc, je logeais Mhm. chez une autre de mes grand-mères. Et le week-end, je rentrais chez ma grand-mère à Sainte-Anne, parce que je viens de Sainte-Anne. Et du coup, bah, j'étais tellement content, tu vois, le samedi midi après les cours de rentrer, j'étais libre. Du coup, je rentrais à Sainte-Anne, c'est comme si j'étais libre, tu vois. Et j'étais libre jusqu'au Mhm. dimanche soir, parce que le dimanche soir, il fallait retourner là-bas pour repartir à l'école. Et le Ouais. dimanche, j'étais tellement dégoûté. Je me dis, putain, j'ai pas envie, tu vois, de rester à Sainte-Anne et tout. Tellement dégoûté. Mais bon, pas le choix, tu vois, il faut aller bosser. Et du coup, voilà, ça me dégoûtait un peu, tu vois. Et là, je commençais à sentir un peu le fait que bah, tu peux pas être libre comme ça. Tu es quand même obligé d'aller bosser, bah, si tu veux réussir, d'avoir une routine et de t'imposer des choses. Et donc voilà, 2 années de classe prépa, j'ai passé mes concours, j'ai eu une école d'ingénieur à Paris. Donc j'ai fait 3 ans à Paris. Et pendant cette Où école ça, à Paris? d'ingénieur-là, ouais, dans le Paris sud même ou en banlieue? de Ouais. en Ok. banlieue parisienne. Et du coup, dans le sud de Paris, l'école s'appelait Les Frais. Et c'était marrant parce que cette école-là, je l'ai découverte parce qu'il y a un Réunionnais qui est venu faire la promotion de l'école. Et moi, je Ah ouais. faisais partie des élèves au lycée qui avaient découvert l'école, en fait. Et à un moment donné, Et le il gars, s'est il faisait... déplacé de la France à La Réunion pour faire la promotion Ouais, de cette école-là. Ok. c'est ça. Parce que c'est une école privée et du coup, les gars, ils te payaient ton billet pour faire la promotion. Je trouvais ça trop stylé, tu vois. Et je me suis dit, le gars, à la fin, je vais le voir, je dis, putain, je vais faire la même chose que toi. Et il Ah ouais, dit, c'est chaque intéressant fois, ça. dans l'école, tu vois, bah, tu pourras faire ça. Et j'arrive dans l'école, direct, je vais voir comment je peux faire. Parce que déjà, nous, on quitte la Réunion. Donc, j'avais vendu ma voiture. Entre-temps, j'avais fait une opération aussi. J'avais acheté une 206 CRC. Donc, c'est une 206 typé rallye, en fait. Mhm. Donc là, avant de quitter la Réunion, ça, je remets tout dans le contexte, mais avant de quitter la Réunion, donc je vends ma Seat, j'achète une 206 8 000 euros, je revends 13 000 euros. Du Ah coup, je fais ouais. l'équivalent en 2 mois, donc j'ai eu le temps de kiffer, rouler avec, etc. Ok. Et du coup, je revends la voiture, ce qui fait que j'ai 13 000 euros en poche pour m'installer à Paris, tu vois. À Paris. Donc, Ok. pour acheter les meubles, pour acheter les trucs, pour payer mes premiers mois de loyer, pour payer les cautions. Mhm. Donc déjà, c'était top parce que j'avais, on va dire, ça comme aide pour pouvoir m'installer et Mais acheter comment des t'as meubles. trouvé ce truc de plus-value là? 206, tu l'as racheté pour un C'est 13 un 000? mec, j'avais vu l'annonce et après je l'ai appelé direct et il me dit, bah, c'était des gens qui faisaient du rallye et ils avaient besoin d'argent pour faire du rallye en fait. Et du coup, je viens le voir, dit, j'ai eu un coup de cœur avec ma femme et tout, enfin avec ma femme, c'était ma copine. Et ça va être notre première voiture. Nous, on est passionnés par le rallye, etc. Mais j'ai pas de budget en fait. C'est la voiture, ils avaient mis 10 500 euros. Et du coup, Mhm. je dis, j'ai pas de budget. Moi, mon budget, c'est 8 000 euros. Comment on peut faire? Je dis, bon, ils étaient passionnés. Ce qu'ils avaient kiffé, ils nous avaient kiffé en fait. Le couple, ils Ok. sont identifiés eux comme couple à l'époque où ils achetaient leur première voiture de rallye en fait. Ah, ok. Et du coup, ils se sont Ah, c'est comme ça que... identifiés. Ouais. J'ai payé la voiture 8 500. Mais je sais que ça valait beaucoup plus. Et déjà, 10 500 euros, c'était un très bon prix. Et du coup, bah, après, en partant, on s'est dit, bon, on va mettre plus, on va voir ce que ça donne. Et bah, quelqu'un l'a acheté 13 000 euros. Et je me rappelle même, c'était un parc occasion. Ah ouais, purée. Félicitations, hein. Merci. Et je sais qu'après, ils ont revendu la voiture 17 000 euros. Donc, ça va, tu vois. Ah ouais. Ok. Ah, il y a un vrai business dans ce truc. Donc, ça va, tu vois. J'avais pas trop culpabilisé sur le fait d'avoir vendu 13 000 euros. Ok. Mais au moins, j'avais Donc, l'argent pour tu m'installer. débarques à Paris? On vend Hmm. tout. On vend nos meubles, on vend la voiture. Je quitte tout, tu vois. Et on quitte tout, on vient s'installer à Paris. Et on vient à Paris, l'école et tout, c'est accepté. On galère à se loger, mais comme pas possible. Je me rappelle qu'on a pris 1 mois et demi pour trouver un appartement parce que À Paris, hein.
Déjà, ouais, c'était galère. Et aussi, des fois, quand on arrivait, tu vois, j'ai senti quand même, nous, on est très ultra bronzés. Et j'ai senti le côté où il y avait un peu la discrimination, tu vois. Des fois, on arrivait dans le logement, à peine on pose le pied, la personne regarde, dit c'est déjà loué. Je dis, comment Ah ça ouais? peut être loué alors qu'on l'a jamais vu? Ah ouais. Et du coup, Ah j'étais ouais, pas moi d'accord. Ok. Ouais. Et on a eu ça comme ça à chaque fois. Ou bien sinon, des gens disaient, ouais, mais vous n'avez pas de garant en métropole. La Réunion, on ne sait pas où c'est. Je dis, eh, c'est un département français, La Réunion, tu vois. Je me rappelle, on se faisait souvent charrier à l'école, même moi dans mon école d'ingénieur, en disant, ouais, à La Réunion, vous avez Internet, comment vous vous déplacez là-bas? Est-ce que c'est dans les lianes ou... Et moi, ça Ah m'avait vénéré. ouais. C'était déjà où tu reconnais pas La Réunion et tu reconnais pas le potentiel, tu vois. Voilà, on disait souvent La Réunion, Mm, c'est doucement le matin et pas trop vite l'après-midi. Et j'ai eu mm, ça de tous mm. mes collègues, mes chefs et managers. C'était Et t'as eu l'occasion de casser des dents ou ça va? une fois, putain, j'ai failli me fight avec mon manager et vraiment, je l'ai Ah ouais? agressé verbalement, tu vois. Je crois qu'il avait genre 45 ans, tu vois. Et à un moment donné, je sais pas, j'en pouvais plus. Et je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, tu vois. J'ai dit, écoute, c'est simple. Viens, on s'attend à 17 heures en bas du bureau, je te pète la gueule. Et je me rappelle, la directrice associée de la boîte où je bossais m'avait convoqué et tout. Je dis, ouais, Vincent, tu peux pas faire ça. Je dis, écoute, c'est simple. Le gars, il me dénigre. Il a dit que ça, c'était pas bon alors que c'est sa faute. C'est le manager, c'est lui qui doit assumer ses responsabilités. Donc voilà les faits. Après, à la fin, finalement, j'ai rien eu, tu vois. Et lui, il avait trop peur de moi à chaque fois. Et finalement, bah, tout le monde dans la boîte me respectait à la fin. Ah ouais. Donc ça, c'était pas à l'école encore. C'était pas à l'école, Non, ça, c'était c'était dans la boîte déjà. quand tu... Mais si je reviens ouais, sur le côté école, bah, du coup, j'ai du mal à trouver un endroit pour me loger bah, avec la discrimination. Jusqu'à temps qu'on trouve un logement, tu vois. Et après, ben, on fait l'école et tout, etc. On cherchait des jobs à côté ben, pour payer le loyer. L'école était payante, c'était 8 000 euros. Donc, j'ai fait un premier crédit étudiant. J'ai fait un crédit de 25 000 euros, donc 3 ans d'école. Et du coup, ensuite, ben, je démarre dans l'école. Et là, je dis, ok, ben, moi aussi, je veux faire la promotion de mon école. Comment on fait pour faire la promotion et le faire à La Réunion, tu vois. Et du coup, ce qu'il dit, c'est, il me dit, ouais, mais t'es trop tôt, tu viens d'arriver dans l'école. Et je sais que c'était 4 mois après déjà, tu vois. Genre, je venais d'arriver 4 mois après, tu faisais déjà la promotion. Et du coup, je leur ai dit, ouais, mais il me dit, non, c'est pas possible, faut au moins 1 an, etc. Regarde l'autre personne qui fait la promotion. Lui, il a fait un parcours où il est rentré en première année. Moi, j'ai fait Mhm. 2 années de classe préparatoire et je suis rentré en troisième année. Ce qui fait que c'est un parcours autant valorisé, voire mieux valorisé que lui, parce que les classes préparatoires ont plus de valeur qu'un parcours en interne. Oui, oui. J'ai dit, ouais, ouais, putain, t'as raison et tout. Et du coup, ça y est, bah, j'ai mon billet, je T'as réussi rentre à à le La Réunion. convaincre. Ah ouais. Ça y est. T'avais déjà cette fibre commerciale alors. Ouais, et je sais pas comment, tu vois, parce que de base, je suis très timide, mais je sais pas, quand je veux quelque chose, j'arrive à le vendre et à le défendre, tu vois. Et ce qui Là, pour fait, quelqu'un de timide. ouais, après, peut-être c'est des choses que je me racontais, tu vois, que j'étais très timide ou autre. Je sais que souvent, quand j'étais très petit, bon, on revient dans le passé, mais mes parents, quand j'allais voir des amis à elle et tout, et j'entendais souvent qu'ils disaient, mais il est timide, Vincent, il parle pas beaucoup, etc. Donc peut-être l'ancrage a fait que les gens qui disaient, ouais, il est timide, à un moment donné, je me suis dit, bah vas-y, je suis timide alors. Généralement, c'est ce qu'on se dit, hein. Quand les Ouais. gens extérieurs se disent, ouais, bah, lui, il est timide, lui, il est pas bon, lui, il est pas fait pour ça, lui, il est moche, lui, il est truc, lui, il est beau gosse ou autre, bah, toutes ces choses qu'on se met, bah, c'est une étiquette qu'on vient se mettre à nous-mêmes, mais ça vient de d'autres personnes qui nous viennent nous mettre l'étiquette. Mhm. Ok. Et du coup, comment tu commences à toucher à l'entrepreneuriat là? C'est quoi les conséquences qui te fait Je le découvre réellement par le biais du marketing de réseau, en fait. Ok. Après, je devais travailler à côté de mes études. Ce qui fait que bah, pour travailler, chercher de travailler KFC, McDo et tout, bah, ça prend du temps. Et clairement, je pouvais pas rater mes études. Tu vois, c'est 8 000 euros par an. Si je rate, je vais pas faire un prêt encore. Et du coup, bah, je découvre ça à travers le marketing de réseau où tu peux entreprendre à temps partiel avec un système Mhm. déjà clé en main. Et c'est là où c'est puissant, hein. Tu as tout à faire, tu as juste à vendre, mais tout existe déjà. Le produit, le service, le marché, tout est là. Tu as juste à vendre, en fait. Mais comment t'es Et, tombé dedans? et en fait, moi, c'est une bonne question. J'avais même oublié. On t'en Il y a a un gars, parlé, c'est un pote, il y a un gars qui me ou tu contacte au cherchais sur hasard. internet? Ouais, il y a un gars qui me Ouais. contacte sur Facebook et qui me Ok. dit, je sais pas ce que, il me dit, t'as l'air d'avoir un bon profil, etc. Et je me rappelle, c'était un Antillais. Et du coup, il me dit, ouais, t'as l'air d'avoir un bon profil. Je sens que t'es chaud, t'es déterminé, t'as envie de réussir. Mais j'aimerais te proposer un truc. Et du coup, il m'invite à une soirée d'affaires. Et le marketing de réseau, tu sais, au début, c'est un peu louche. T'es invité à un truc dans Ouais. un hôtel.
tu sais pas où tu mets les pieds. Après, tu as Ouais. l'autre personne qui. Et moi, je découvre tout ça, tu vois. Je me dis, ok, bah ouais, c'est bizarre quand même, tu vois. Et moi, jusqu'à la dernière minute, je donne rendez-vous dans le métro. Jusqu'à la dernière minute, je me dis, putain, je vais pas y aller, tu vois. Ok. Et Tu à dis, la tu vas fin, pas y aller, mais t'es en train de partir. c'est ça, je me dis, tu sais, je vais pas aller. Et à la fin, Sandy me dit, bah, vas-y, tu vois, t'as quoi à perdre? Et je dis, bon, bah, ok, j'y vais, tu vois. Et du coup, j'y vais. Et je sais pas pourquoi, tu vois, je dis à Sandy, bon, bah, j'y vais tout seul quand même, au cas où par sécurité. Je dis pas de venir. Et du coup, j'y vais et tout, etc. Je découvre le truc. Et après, à la fin, bah, je kiffe le concept. Et bah, on te vend tellement du rêve dans le marketing réseau et tu vois tellement les possibilités que bah, j'étais en mode kiff. Tu vois, je discutais avec des gens, je dis bah, ok, bah, top. Et en plus, à cette époque-là, il y a des gens qui témoignaient, qui avaient atteint une bonne position et qui étaient aussi cadres chez HSBC. Il y a eu la Société Générale, il y a eu Schneider Electric. Ok. Je dis ça va, tu vois, c'est des bons profils. Ouais, C'est, ouais, ouais. en fait, ils font les métiers que moi je vais faire plus tard. Ils sont en train de faire ça aujourd'hui, tu vois. Ok, je vais pas Ah, tu réfléchir. t'es identifié direct. C'est ça. Il y avait un gars qui avait fait Dauphine. Il me dit, bon, ben, ça va. Dans ma tête, tu vois, je suis pas très con. Tu vois, Dauphine, c'est mieux que mon école de ce niveau-là. Donc, en principe, tu vois, s'il a déjà réfléchi avant, il a déjà fait le job, tu vois. Encore une fois, je vais pas aller pousser. Je me lance. L'activité pour démarrer coûtait 500 euros. J'avais pas les moyens. Je me rappelle à l'époque, j'avais vendu mon canapé pour payer le truc. Et j'avais acheté un matelas gonflable pour remplacer mon canapé, tu vois. Un Ton canapé canapé. Ah convertible. ouais. Un canapé convertible. Ah ouais. Et du coup, bah Ok. voilà, je démarre l'activité. Premier mois, je gagne pas d'argent, je fais zéro. Deuxième mois, je gagne 30 euros. Troisième mois, je gagne pas. Et pendant un an, je gagnais que 150 euros. Donc, sympa l'opportunité, tu vois. Un an, 150 euros. Ah Et j'ai ouais. investi parce que tu payes des formations, tu payes tes produits, tu vois, au départ pour tester et tout. Donc, Ouais, 150 ouais, euros ouais. la première année. Et j'ai investi peut-être, allez, 1000, 1500 euros, tu vois. Ok. Et à la fin, je dis, bah les gars, elle est sympa l'opportunité. Et, et tu T'es vois, en je me perte. suis dit, tu vois, Ouais. je suis en perte financièrement. Par contre, de l'autre côté, j'avais Ouais. beaucoup appris. Et Ouais. et même des trucs, tu vois, moi, j'avais pas de liste de noms. Le mec, il me dit, quand tu démarres une activité, même entrepreneuriat, tu vois, il dit, bah, mets sur une liste de contacts les 10 personnes que tu côtoies le plus. Je dis, bah, ok, bah, je mets 4 personnes. Mais après, c'est tout. Je venais d'arriver de La Réunion, je connais personne ici. Et donc, je dis, bah, écoute, c'est simple, tu peux pas réussir si t'as pas une liste de noms de au moins 200 personnes, tu vois. Et moi, j'ai toujours été eu ce côté rageux-là, où quand quelqu'un me dit, tu peux pas réussir, ben, je vais tout faire pour te montrer que je vais réussir. Et je trouve 200 contacts en 3 mois de personnes que je connaissais pas. 200 contacts. Je me suis dit, comment je peux faire? Ben, c'est simple, va trouver des numéros dans la rue. Et là, je me suis dit, OK, le but, c'est de trouver 200 numéros et avoir 200 contacts de personnes que je connais pas. Et donc, comment je peux faire ça? Ben, c'est avoir une meilleure communication, avoir un meilleur relationnel, devenir impactant très rapidement, avoir du charisme pour que les gens te fassent confiance. Et donc, je lis 2 livres, Convaincre en moins de 2 minutes, Comment se faire des amis. Et je tape sur Internet comment développer plus de charisme. Et là, bah, j'arrive, je vais aborder des gens dans la rue, je me prends des râteaux de malade mental, mais je récupère quand même 200 numéros à la fin, tu vois. Et c'était des approches du style, je sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, vous êtes très inspirante et j'aimerais travailler avec vous. Petite Ah question, ouais. je sais pas où vous avez acheté votre sac, mais je dois faire un cadeau là à ma copine. Est-ce que vous pourriez juste me conseiller? J'adore vos chaussures. Vous les avez achetées où? J'adore votre style. Je sais pas qu'est-ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas, j'aimerais travailler avec vous. Est-ce que je peux prendre vos coordonnées et on se rappelle plus tard pour en discuter, tu vois? Et comme Et ça, tu c'était vois, quoi des la gens. meilleure phrase? La meilleure phrase qui a converti le plus? Généralement, tu vois, l'approche qui marchait, c'était quand tu complimentais Oui. dans un premier temps sur un sujet, un objet qu'elle avait, je sais pas, le sac, ou Ouais. les baskets ou autre, etc. Tu vois. Tu Ouais. complimentes, ensuite tu montres que tu n'as pas le temps et tu es quelqu'un d'occupé. Donc tu prends les Ok. coordonnées, il faut surtout jamais laisser carte de visite parce qu'ils vont t'oublier. Tu prends Ils les vont t'oublier. coordonnées. Ensuite, je dis, écoute, j'ai pas le temps, mais j'ai une activité sur laquelle vous pourriez absolument exceller et vous pourriez exploser dans l'activité. Donc, et là, tu laisses un dernier compliment, tu laisses un peu sur la fin, tu vois. Et toi, tu pars. Des fois, je me rappelle, je Ok. faisais ça dans le métro. Et c'était marrant, des fois, c'était même pas mon arrêt, tu vois, mais je descendais. Tu descendais quand même. Et du coup, c'était marrant, mais j'ai chopé énormément de contacts comme ça. Et j'ai encore des contacts aujourd'hui dans ma base de données, que j'appelle marché froid ou MF. Et j'ai eu des putains de contacts de ouf, tu vois, des contacts qui m'ont mis en relation avec d'autres contacts. Et j'ai vraiment kiffé. Et ça m'a énormément aidé de casser ma timidité. Et là, ça y est, j'étais plus timide.
Et est-ce que tu avais ce problème sur ton poids? Tu étais toujours gros à ce moment-là ou tu avais déjà Non, travaillé j'avais dessus? bien minci depuis le lycée, tu vois. Ok, ok. Donc j'avais bien minci et non, j'étais plutôt mince. Une belle revanche. C'est ça. Et comment ça commence à être rentable? Parce que là, tu fais une année 150 euros, mais tu apprends beaucoup. Comment ça évolue? Ensuite, la deuxième année, j'ai fait 2 000 € sur l'année, donc 200 € par mois. Ok. La troisième année, je commençais à faire un peu plus, donc je faisais du 15 000. Jusqu'à temps qu'il y a une année, mes meilleurs mois, je faisais du 10 000 € par mois. Et là, j'avais atteint des positions de team coordinateur. Donc, le gars que j'avais vu à l'époque, qui était chez Schneider Electric à la Société Générale, j'avais atteint sa position. Ok. Ensuite, j'étais directeur régional, donc j'avais une équipe de 1200 distributeurs et je faisais partie du top 5 européen. Ah ouais, t'es parti À loin. la fin, tu vois, au bout de 7 ans d'activité, bah, je faisais partie des meilleurs. Et tout en démarrant de base, j'avais 10 contacts. Donc j'ai été reconnu au niveau européen, je passais sur scène, je serrais la main des cofondateurs. Donc j'ai une belle reconnaissance, tu vois, les gens me connaissaient, me respectaient. Je faisais des tournées nationales dans toute la France pour partager mon parcours, faire des sessions leadership, transmettre ce que j'avais appris. J'enchaînais. Et j'avais une équipe, tu vois, qui s'appelait Invictus Group, qui est aujourd'hui le nom de ma holding, voilà, qui était connue, on avait une attitude. C'était des gens qui étaient tous en costume cravate, qui étaient une attitude, on les voyait arriver en événement, parce qu'il y avait des événements internationaux, et on nous reconnaissait, tu vois. À un moment donné, tout le monde venait en mode costume bleu, cravate rouge. Ah ouais. Donc là, tu nous expliques la réussite de marketing de réseau. Parce que tu vois, comme moi, tu connais, on est beaucoup approché par des personnes qui sont dedans. Ils te vendent beaucoup de rêves, mais la réalité. Parce que moi, j'en ai vu des personnes qui m'approchaient. J'ai recontacté 1 an, 2 ans après. Ils n'avaient pas changé de niveau. Et encore, il y en a, ils arrêtaient, tu vois. Donc, c'est quoi le vrai secret là, de la réussite dans le marketing de réseau? Alors, du coup, déjà, tu vois, il y a plein de gens. C'est dur parce que tu te fais critiquer constamment. Oui. Il faut savoir que quand je démarrais le marketing de réseau et cette société-là, ben, dans l'année qui a suivi, il y a eu des reportages que sur cette société, tu vois, en mode pyramidal, arnaque et tout. Ok. Et du coup, c'était ultra compliqué. Mais moi, je leur disais que, écoute, c'est simple, c'est que mon approche que j'apporte, elle est totalement différente. Donc, j'ai vite professionnalisé l'activité et mis en place des outils. J'ai dit les choses qui fonctionnaient et les choses qui n'allaient pas marcher. Et qu'est-ce qui fait que ça marchait pas, tu vois? Et je disais aussi que bah, il y a des gens qui allaient te critiquer, il y a des gens qui allaient te juger. Pourquoi? Bah, c'est comme dans la vie, tu vois, tu vas réussir ou tu vas faire des nouvelles choses, bah, il y a des gens qui vont te dire, bah, fais attention, dès que tu sors de ta zone de confort, les gens vont être amenés à être plus vigilants. Et là, ça va être la même chose. Mais du coup, il faut être persévérant. Nous, on était vraiment déterminés. Comprendre que c'est qu'une loi des nombres, en fait, que plus tu vas trier, plus tu vas trouver des personnes qui ont la même vision que toi. Tu vois, c'est comme dans une société, hein, tu vas pas recruter tout le monde, c'est comme les clients. En vrai, tu vas pas avoir, je sais pas, sur le marché réunionnais, tu n'as pas besoin que 800 000 personnes soient clients, tu vois. Si tu fais bien ton business plan, si tu n'as que 500 ou 1000 clients, bah, tu es déjà bien, tu vois. Ah, très bien. Et c'est ça, c'est comprendre que s'il y a 10 personnes qui vont te dire non, bah, la 11e personne va te dire oui et ça suffit, largement. Et moi, j'ai vite compris ça, en fait. C'est que on s'en fout des gens qui allaient dire non, bah, c'est les personnes qui allaient dire oui qui allaient être importantes. Et après, dans ça profiter. Donc, beaucoup de persévérance et surtout là, non, ouais. Et d'expliquer tout le côté qu'est-ce qui va se passer, en fait. Ok. Et quand tu continues cette aventure, tu es au top. Hein. Je pense que là, c'est au bout de 7 ans, tu es au top. Ouais. Et c'est quoi là Du coup, au bout de cette aventure, je suis au top. Sauf que de l'autre côté, je me sentais pas heureux, tu vois. Genre, j'avais la reconnaissance de fou. Mais de l'autre côté, je sentais un vide. Je commençais à ne plus être aligné avec les valeurs du marketing de réseau, tu vois. En fait, ça me perturbait qu'il y avait que très peu de gens qui réussissaient. Et on va dire que réellement, tu vois, il y a vraiment qu'1% des gens qui réussissent. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a que 1% des gens qui se bougent le cul, hein, comme dans la vraie vie. Pourquoi il n'y a que 1% des gens qui dépassent un salaire de 5 000 € par mois dans la vraie vie? C'est parce que la réalité fait que y a des gens qui sont dans leur zone de confort et ils ne se bougent pas. Ok. Et dans donc, tu n'étais plus aligné? D'arriver à ça, sauf que je n'étais plus trop aligné, tu vois. C'est que il y avait plein de gens qui payaient 500 €. Sauf que nous, quand tu payes et tu rejoins et tu payes 500 €, nous, on ne gagne rien dessus, tu vois. Nous, on gagne quand la personne commence à gagner de l'argent et à faire des clients. Et à un moment donné, ça me commence à me fatiguer, tu vois. Tu es toujours là en train de pousser. Et j'avais du mal, moi, à scaler l'activité et à me dire que
que même sans moi, l'activité allait plus bouger. Il fallait toujours un leader qui est présent. Toujours. Et sans moi, ça avançait pas, tu vois. Hmm. Donc tu pouvais pas forcément l'automatiser, tu étais obligé d'intervenir activement pour entretenir ou développer. J'avais pas les connaissances et compétences à l'époque pour pouvoir le faire, en tout cas, tu vois. Ok. Et du coup, ce qui fait que je cherchais d'autres moyens de... Et on travaillait beaucoup. Quand je dis on travaillait beaucoup, c'est on travaillait le matin, moi, je travaillais, parce que je travaillais à côté de mon métier d'ingénieur, hein, le marketing de réseau. C'est du Ouais. temps partiel. Donc, de Hmm. 9h à 18h30, je faisais mon métier d'ingénieur en informatique et finance. Et le soir, de 18h jusqu'à 2h du matin, je faisais du marketing de réseau. Le vendredi soir, tous les soirs, le vendredi soir, on avait tous les vendredis une session qu'on appelait nous MIT, Millionaire in Training. On formait Hmm. sur l'attitude, la communication, la gestion du temps, l'organisation. Le samedi matin, c'était des formations sur l'activité en elle-même, comment faire des clients, comment recruter, comment faire la promotion des événements, comment avoir une bonne attitude. Ensuite, le dimanche après-midi, je voyais tous mes leaders pour faire la planification de la semaine. Ce qui fait qu'en termes de temps de repos, j'avais le samedi après-midi où notre kiff c'était d'aller au cinéma avec Sandy. Et le dimanche matin, on allait à la messe, on faisait notre repas et sinon l'après-midi, on enchaîner. Mais c'était un rythme, en fait, au bout de 5, 7 ans, on n'en pouvait plus, en fait. Ça, c'était intense, hein. Et du coup, je me suis dit, putain, on n'en peut plus, tu vois. Sandy commençait à être malade, tu vois, elle avait souvent mal au dos, ça générait des maladies. Moi, j'étais tout le temps stressé. Moi, je me suis dit, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et là, j'ai découvert l'investissement immobilier. Je me suis formé et j'ai vu ça un peu comme un miracle, tu vois. Et ce qui fait que du jour au lendemain, j'ai dit à mes équipes, j'arrête. Et eux, ils n'ont pas compris au départ, tu vois. Et après, j'ai fait que de C'était un l'investissement. choc, hein. Ouais, de fou. C'est comme si tu as le leader qui dit, ok, les gars, on va faire ça. J'avoue. T'avais pas peur de la réaction des Et gens, bien de sûr, se voir. Ouais. de fou. Mais bon, si tu fais pas ça, Ouais. tu Ouais. vois, et c'est là où tu commences à apprendre des choses où il faut savoir dire non et savoir pas faire du mal, tu vois, mais aller plus vers toi, tes croyances à toi, tes valeurs à toi, que de continuer à te faire mal pour d'autres croyances, en fait. Et du Ok. coup, qu'est-ce qui se passe? J'investis dans l'immobilier. Et il y a un truc en parallèle que j'avais créé aussi, c'était pendant mes études. C'est en 2016. Donc là, je te rappelle, ingénieur, je gagnais très bien ma vie, 2 500 € net. Marketing de réseau, où je faisais entre 2 et 10 000 par mois. Et ensuite, d'ailleurs, tout cet argent que je n'ai pas investi, que j'achetais des conneries, des costumes à 3 000 €, du Louis Des Vuitton. voitures, non? Non, aucune voiture. À Paris, Ah le ouais. métro, c'était parfait, tu vois. Mais Ok. billet d'avion pour rentrer à La Réunion, je rentrais tous les ans, tu vois. Mais donc voilà, des téléphones, des PC, enfin bref. Après, Ouais. on investissait beaucoup en formation avec Sandy, donc on a beaucoup investi sur nous, sur des formations Tony Robbins, David Laroche. Enfin, on a investi plus de 100 000 € de formation sur nous. Ok. Donc pendant votre période dans le marketing de réseau. Ça, Ok. c'est ça. Et du coup, à cette époque-là aussi, j'avais créé une entreprise dans le luxe qui était la location de montres de luxe, qui s'appelait Watch It. Et je l'avais créée Ok. quand j'étais en Master 1, je crois, justement avec mon top leader de marketing de réseau. Et on a créé, on a développé, on faisait de la location, ça se passait très bien. On a créé ça en 2016 et là, aujourd'hui, on va clôturer l'activité. On faisait de la location, ça marche très bien, on gérait. Et ensuite, là, il y a plein de choses qui ont divergé, les visions et tout, ce qui fait qu'on est amené à fermer l'activité. Ok. Et du coup, tu arrêtes le marketing des réseaux à fond dans l'immobilier. C'est ça, je me forme, tu vois, sur la liberté financière. Donc, je découvre Cédric Anissette, je me forme par rapport à ça. Je fais un séminaire sur l'investissement immobilier. La seule chose qu'il m'aura fallu avoir, c'était voir que c'était possible pour d'autres personnes. Et du coup, là, je vois le séminaire, je vois que c'est possible pour d'autres. Je finis même pas la formation de Cédric, je regarde même pas 15% et je passe à l'action. Je passe à l'action. Déjà, je rentre du séminaire le soir, je dis à Sandy, t'inquiète, j'ai trouvé la solution. Dans un an, on Ok. arrête de travailler. Tu vois. Elle me dit, ouais, mais tu m'as dit ça dans le marketing réseau. Ça fait 7 ans. C'est ça. Et du coup, je dis, non, t'inquiète, c'est un an. Et j'ai dit, viens, on met une date. Et on l'a définie ensemble. Je me rappelle, elle était en février 2017.
Et j'ai dit, on met la date. Avant notre anniversaire de l'année prochaine, 11 mai 2018, le 8 mai 2018, j'arrête mon travail, on quitte mon travail. Et toi aussi, tu auras arrêté de travailler, donc tu peux commencer à poser ta démission dès maintenant. Et même, on avait pris des billets d'avion pour cette date-là, pour que ce soit vraiment officialisé. Donc à ce moment-là, je t'explique. Je viens de découvrir quelque chose. Je me suis pas formé. J'ai senti, t'inquiète, on va arrêter de travailler. On pose, j'ai dit à elle, c'est bon, tu peux commencer à mettre dans ta tête que tu vas arrêter. Et donc ça y est, tu vois, je me dis, bah écoute, t'as pas le choix. On a brûlé le bateau, donc c'est parti. Et à côté de mes activités, j'arrête mon marketing de réseau, donc j'ai du temps. Entre midi et deux, je vais visiter des appartements, le soir, etc. Je pars sur des stratégies et je galère. J'ai visité, putain, je vais visiter plus de 100 appartements en 2 mois, tu vois. Waouh. La joie des nombres, hein. Les soirs, à un moment donné, je connaissais tous les arrondissements de Paris. Tellement j'ai visité des appartements partout, tu vois. Mm. Et du coup, je faisais ça le matin, le midi. Et je lui dis, putain, on est en train de faire des trucs quand même. Il faut que je raconte ça, il faut que j'écrive ça quelque part parce que. Et je voulais créer un livre vivant. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais créer un compte Instagram pour pouvoir partager en live ce que je vis, tu vois. Et ma timeline, ma description, c'est en route vers la liberté financière. Et là, Et tu documentes ça sur Instagram. Ouais, c'est ça. Je mets des photos, je mets mes galères, je mets tout, tu vois, le fait que je suis au boulot, je suis en train de travailler, en même temps analyser des biens. Quand je suis en visite, je fais des vidéos, je fais des stories. Je partage tout ça, je crée une première communauté. Et en l'espace d'un an, on est monté à plus de 6000 followers. Ah ouais. Moi, je suis bloqué à 500 déjà sur Instagram, ça fait 2 ans, je crois. Et du coup, 6000 followers. Et commence à me demander, ouais, Vincent, donne-moi des conseils, je partage, je réponds à des questions. Tu peux que je savais, tu vois. Après, il me dit, ouais, t'as pas une formation? Je dis, écoute, moi, j'en ai pas. Mais voici, ça, c'est la formation que j'ai fait. Et si tu veux, tu vois, je te donne le contact et vas-y. Et en fait, là, je découvre l'affiliation et la force de l'affiliation. Et du coup, ça ressemble un peu avec le marketing de réseau. Ouais, exact. Ouais. Ça s'en ressemble un peu. Exactement. Et du coup, le gars il me dit, écoute, si tu vends mes formations, vas-y, vends-les, je te donne un pourcentage dessus. Une com, ouais. Et avec l'affiliation, la première année, j'ai fait un peu plus de 150 000 euros. Waouh. Là, c'était plus rapide, là. 2017, hein. C'est dingue. Et en même temps, j'avais acquis, donc on était en janvier 2018, je fais le bilan, plus de 150 000 euros dans l'affiliation. Il y avait un nouveau lancement qui se faisait en plus. Donc j'avais un nouveau partenaire qui lançait une formation. Je faisais partie de son partenaire, lui, des top 10. Donc ça veut dire, il m'a invité dans les voyages, donc à l'île Maurice, etc. J'étais invité. Et pareil, tu vois, j'étais 11e sur la liste et c'était que les 10 premiers qui partaient en voyage. Crois-moi, comme quand je voulais rentrer à La Réunion pour vendre mon école, là, je me vendais de ouf. Et à la fin, il me dit, putain, t'as chance, Vincent, il y a quelqu'un qui s'est désisté, c'est bon. Et à la fin, attends, du coup, tu vois, il y a ma compagne qui m'était à fond avec moi. Et j'aimerais bien qu'elle vienne, tu vois, je peux payer combien pour qu'elle vienne? Elle me dit, ça se fait pas, mais allez, paye. Et du coup, on se retrouve à faire un petit voyage à l'île Maurice et tout, etc. On était en janvier. Et je refais de l'affiliation, je suis parti du top 10, comment chaque côtoyer des personnes qui sont très bons là-dedans, tu vois, ils faisaient plusieurs millions d'euros. Là, j'ai voulu très vite. Et de janvier au moment où je quitte, en mai, j'avais acheté 7 appartements. Et de janvier à mai, j'avais refait plus de 100 000 euros. Donc, total, j'ai fait 350 000 euros. Parce que j'avais fait encore d'autres choses, qui fait que entre le moment où je prends la décision en février 2017 et le moment où je quitte vraiment mon travail, j'avais fait 350 000 euros, enfin 320 000 euros, et investi dans 7 biens qui me généraient plus de 3 000 euros net par mois. Ah ouais, l'objectif était atteint. C'est ça. Du coup, on arrête, on rentre à La Réunion, et après, l'histoire, c'est qu'on crée le séminaire sur Entrepreneur Pays. Ça a eu un succès. Et on a créé tout le système qui allait derrière. On a créé au fur et à mesure, par opportunité, le club pays. Il y a des gens qui me disent, ouais, vous faites pas d'accompagnement. Je dis, écoute, je crée une page de vente, on a lancé une pub. Je me rappelle, chez la grand-mère de Sandy, un repas de famille. Et je lance une pub, tu vois.
et je vois, il y a 6 clients qui payent 67 € par mois. Je dis, bah vas-y, let's go. On fait 4 rencontres dans des Vapiano à La Réunion. Ils ont du résultat, ils cartonnent. Aujourd'hui, un de ces membres du club, c'est un de mes associés sur Imo Malin. Oui. Et les autres, bah, ils ont réussi, ils ont investi. Ils ont des beaux parcours d'ailleurs aujourd'hui. Et après, les gens me demandent l'investissement immobilier. Ben, je fais un séminaire sur l'investissement immobilier. Ensuite, on construit notre maison à La Réunion. Les gens me demandent tout le marketing d'entrepreneur payé. Est-ce que tu peux le faire pour nous? Donc, on crée l'agence.re. Il y a des gens qui ont la flemme d'investir en immobilier et demandent du clé en main. Ben, ils m'ont mal aidé. Ouais. Et aujourd'hui, bah, on a l'association Entrepreneurs Pays, qu'on veut d'ailleurs bien distinguer. Et aujourd'hui, bah, je suis gérant d'un ensemble de sociétés, donc d'un groupe qui s'appelle Invictus Group, qui était le nom de la société de marketing de réseau, qui a 3 pôles: éduquer, communiquer et investir, avec éduquer le centre de formation, donc l'Académie Pays, et tout ce qui est le pays, etc. Communiquer avec l'agence.re et investir avec Imo Malin. Ok. Très beau parcours. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que je pense que nous, on s'est rencontrés en 2020, je crois. Je crois que c'était 2020. C'est ça. 2020, où j'atterrissais à La Réunion. En fait, je faisais une recherche parce que vu que je voulais être dans un réseau d'entrepreneurs et La Réunion, tu connais pas, bah, du coup, j'ai fait une recherche et je suis tombé sur toi. Ouais. Et moi, j'avais une petite question parce que moi, tu as compris, je suis dans l'univers de la formation. Toi, tu as lancé une formation. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent que la formation, peut-être ça marche pas ou c'est difficile. C'est quoi ton avis là-dessus quand tu veux te lancer dans le business de la formation, l'infoprenariat, on va dire? En fait, je suis pas coach déjà. Tu vois, il y a plein de gens qui disent il faut être coach, certifié et tout, etc. pour se sentir légitime. En fait, Oui. je suis souvent plus positionné comme plus un mentor qu'un coach ou formateur, où dans l'idée à chaque fois, c'est que je faisais les choses et une fois que j'ai fini, je retransmettais des choses que j'ai réalisées en fait, tu vois. L'investissement immobilier, bah, je l'avais fait avant, je transmettais. J'avais créé une formation sur comment gagner de l'argent grâce à Instagram. J'ai développé mon compte Instagram et j'ai créé une formation parce que bah, j'avais gagné de l'argent grâce à Instagram. Toute l'affiliation que j'avais fait grâce à Instagram. Ensuite, que ce soit le parcours entrepreneurial ou le marketing, bah pareil, c'était des choses que je vivais, que j'apprenais, que je faisais, ce qui fait que bah, je retransmettais. Et moi, j'étais plus dans cette posture-là que je transmettais des choses que moi-même j'avais fait. Et pour moi, un coach ou un formateur, tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'est-ce qu'on attend, c'est que tu as un point B, tu as un point A, tu as un point B, le coach ou le formateur est parti d'un point A à un point B, et il va transmettre à la personne qui a un point A comment aller à un point B. Et la personne va payer pour ce chemin-là, en fait. Ok. Alors, dis-moi, là, on arrive presque à la fin, ça fait presque 1 heure. Ouais. Bah, quel conseil tu peux donner à des personnes qui sont déjà lancées pour s'améliorer, pour atteindre un autre niveau, et aussi le conseil des personnes qui ne sont pas encore lancées, mais ils ont cette niaque d'atteindre cette indépendance financière et ensuite la liberté financière. Donc, je te posais 2 questions, mais pour 2 profils différents. Ok. Déjà, tout est possible, tu vois. Ça, c'est ultra important. Tout est possible dans le sens où, je dis ça souvent, tu vois, mais c'est plus je le dis, plus ça va résonner. Donc, peu importe d'où la personne vient, peu importe ce qu'elle a fait, peu importe son entourage ou autre, elle peut réussir. Il faut juste qu'elle s'en donne les moyens et qu'elle sorte de sa zone de confort, tu vois. Donc, déjà, tout est possible, peu importe la personne. Et tout ce mais vraiment tout, de ouf. Hier, je suis tombé sur une question. Moi, j'ai un petit papier, tu vois, sur mon bureau. Et c'était une question. Dessus, le truc, il disait, c'est quoi la chose la plus chère que tu n'as pas encore acheté pour l'instant, tu vois? C'est quoi l'objet le plus cher que tu n'as pas encore acheté? Et j'étais en train de me dire, je dis, je sais pas. Dans le sens où, et j'ai mis à la fin, tu vois, j'ai mis un avion. J'avoue. Et c'est fou parce que, tu vois, c'est des choses où on part du fait qu'à la base, j'avais pas forcément les moyens d'acheter une mangue, tu vois, des mangues à 6 € le kilo. Tu vois. Et j'ai pu m'acheter une Porsche, j'ai pu m'acheter une maison, une villa à Belle-Pierre, j'ai pu faire les putains de beaux hôtels, tu vois. Je sais pas, t'es à Maurice, il y a le luxe Grand B, j'ai déjà fait, le Tourist Rock, j'ai déjà fait. Ouais. C'est magnifique. J'ai fait en demi-pension, tu vois, c'est pas, j'ai fait des hôtels 5 étoiles à Dubaï, j'ai fait je sais pas, le Five Palm Jumeirah, j'ai fait du 5 étoiles à Barcelone, à Lisbonne, à Londres, à New York. Enfin, j'ai kiffé ma life, tu vois. J'ai fait en Suisse, j'ai fait des road trips, avec des voitures de luxe, je dormais à Monaco, Fairmont, avec une chambre où tu as vu sur le virage mythique du GP de Monaco, tu vois, du Grand Prix de Monaco. Ah ouais.
J'ai acheté les montres que je kiffais, tu vois. Enfin, tout est possible. Matériellement, tout est possible, tu vois. Mais ça démarre juste d'une chose, c'est dans la tête. Et c'est uniquement les croyances qu'on se met dans la tête, en fait. Mais Hmm. matériellement, ce qui est fou, c'est tout est possible. Maintenant, Tout faut est possible. définir pourquoi on veut aller vers ce côté matériel-là. Parce que c'est pas ça le plus important, en fait. Déjà. Le matériel, c'est bien, mais c'est surtout pour flatter un ego et c'est pour montrer à quelqu'un d'autre qu'on a réussi. Mais il faut d'abord définir c'est quoi sa propre définition de la réussite, tu vois. Parce Hmm. que peut-être pour la réussite d'autres personnes, c'est juste être libre, être en t-shirt tranquille, être dans la nature, tu vois. Peut-être pour d'autres, c'est montrer qu'on a une grosse voiture, qu'on a une grosse montre ou autre. Et en fait, moi, j'étais des deux côtés. De côté où j'étais très heureux avec rien pendant une année, j'étais en mode entrepreneur nomade. Et j'étais très heureux aussi de l'autre côté avec plein d'argent, où j'étais très malheureux avec rien, j'étais très malheureux avec beaucoup d'argent aussi. Hmm, hmm. Et tout à l'heure, tu as parlé de blessures. Est-ce qu'il y a un lien sur le fait que tu réussis de peut-être réparer, je sais pas, un truc avec les blessures de son enfance? Moi, j'ai deux blessures, c'est la blessure de l'abandon et la blessure de l'humiliation. L'abandon fait que j'ai envie de prouver. Et prouver, c'est quoi? C'est par des réalisations, c'est par du matériel, c'est par montrer que je suis plus gros, tu vois, j'ai quelque chose de plus gros où j'ai comme toi, tu vois, où je suis plus gros que toi. Et ça, c'est une blessure où plus on va être dans sa blessure et moins on va être heureux. Hmm. Et Et donc, comment on là, mon répare ça? travail, tu vois, c'est d'atténuer ma blessure en mode que Ouais. dans les moments où je suis dans ma blessure, c'est que je l'atténue, que je me dis, OK, je suis dans ma blessure, mais comment je peux l'atténuer en fait? C'est-à-dire que je vais diminuer mon ego, je vais être plus simple dans ma blessure de l'abandon, tu vois. Et dans l'humiliation, c'est pareil, c'est montrer aussi quelque chose de plus gros. Généralement, mes deux blessures sont liées et c'est de montrer quelque chose de plus gros. Donc, montrer, prouver. Mais quand je vais prouver, je ne serai pas aligné avec moi-même parce que je vais prouver. Et prouver, c'est déjà, tu es dans les valeurs de quelqu'un d'autre en fait. Hmm. T'es pas dans tes propres valeurs. Et finalement, tu vois, c'est pour ça que des fois, c'est que l'année dernière que j'ai pris conscience qu'il y a des gens, à un moment donné, ils arrivent, ils s'en foutent, tu vois. Ils sont gros, ils s'en foutent, ils sont sur la plage, ils sont à la piscine, il y a le bouton qui va péter, ils s'en battent les couilles. Ou, ils s'en foutent, en fait. Et ils ont raison, ils ont rien à prouver. Et tu vois, t'as des chefs d'entreprise où, pareil, tu vois, ils sont là et ils vont pas faire plus les choses, etc. Parce que clairement, ils ont rien à prouver. Et c'est eux qui ont raison, tu vois. C'est le moment où tu te dis, t'as plus rien à prouver. T'as- Bah, ouais. t'as tout gagné, tu vois. Et à la Réunion, tu vois, le fait qu'on est arrivé, je voulais montrer très vite qu'on peut réussir, qu'on peut évoluer. Bah, c'est ce qui fait que ça a fonctionné aussi, Entrepreneur Pays, hein. Hmm, Mais hmm, c'est ce qui fait aussi que peut-être on aurait pu faire différemment, tu vois. hmm, hmm, hmm. Ok. Et c'est quoi les projets là? Aujourd'hui, c'est structurer le groupe. Hmm. Donc, Invictus Group, tu vois, avec avoir un COMEX et un CODIR. Aujourd'hui, j'ai quasi un associé sur chaque structure, l'agence.re, le centre de formation et Imo Malin. Et là, en fait, c'est structuré avec des directeurs, ces trois sociétés-là. Prendre un comité exécutif, donc avec un DAF, un directeur marketing, un DRH, pour qu'ils pilotent toutes les structures en parallèle. Et ensuite, sur les activités annexes, ben, faire des deals en investissement immobilier, tu vois. Par exemple, là, on est en train de faire des deals avec des anciens membres du club pays. Si on est en train d'acheter un terrain, diviser, faire viabiliser, revendre. Là, on veut faire des deals comme ça, en fait. Faire des immeubles, revendre chaque appartement. Ok. C'est de structurer toute la vision qu'on a du groupe, de où on veut aller. L'idée, c'est toujours d'émanciper l'entrepreneuriat réunionnaise et la communauté réunionnaise. C'est augmenter la richesse réunionnaise, en fait, déjà, tu vois. On est en train de clarifier un peu tout ce message-là et à travers trois choses, bah, les différentes sociétés et la partie sociale avec l'association, tu vois. Ok. Ah ouais, beau parcours, hein. Je savais pas tout ça, mais c'est l'occasion où moi, je kiffe ces moments-là parce que je rentre en profondeur avec mes invités, hein. Et franchement, c'est génial, le parcours. Et est-ce que tu as un dernier mot à nous partager? Peut-être ouais, un dernier partage que je vais être amené à partager de manière plus publique là parce que c'était dur. L'année dernière, tu vois, justement, le fait d'être trop dans ma blessure et le fait tout le temps d'avoir cherché quelque chose de plus. Moi, j'ai fait beaucoup d'investissements et je fais confiance notamment à quelqu'un avec qui je travaillais, tu vois. Et j'ai perdu 200 000 euros. Ah ouais, Et c'était à cause de cette blessure. ouais. Ben, le fait 200. d'aller chercher plus, de prouver que tu peux gagner plus, etc. Ouais. Donc, plus de 200 000 euros de perte. Et en fait, il y a souvent des choses, ou même, je pense, même dans le club P, j'ai déjà dit ça en fait, c'est que généralement, quelqu'un, s'il veut réussir énormément, il doit échouer énormément, tu vois, et même finir à la Ouais, rue. ouais. Et j'étais Oui. vraiment pas loin de ça, tu vois, d'avoir tout perdu.
j'ai vendu, là, je suis en train de vendre une de mes Porsche. Ouais. Ma Porsche, j'en ai qu'une seule. Je suis en train de vendre un Ok. appartement justement pour solder mes dettes et solder des personnes qui ont investi parce que j'ai Ok. beaucoup de valeur que je veux pas justement. Et ça, c'est quelque chose Ouais. où faut pas aller trop vite, tu vois. Des fois, qu'on a tendance à vouloir aller trop vite, faire avancer les choses, bah, de prendre le temps de structurer. Et donc, déjà, c'est ça, prendre le temps par rapport à ça. Moi, c'est quelque chose, j'étais dans une situation tellement bad que c'était vraiment, vraiment, vraiment ultra dur, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, je me suis beaucoup remis dans la religion. Donc, c'est le, Ok. c'est énorme parce que je me suis beaucoup reconcentré, recentré dans la religion. Recentré, ouais. Et c'était vraiment dur. Tu vois, même dur dans le point où des fois je me dis, putain, je vais mettre fin à ma vie, des choses comme ça, l'année dernière. Ah ouais, à ce point-là? C'était vraiment très, Ah très dur. ouais. Ok. Et à ce moment-là, tu vois, tu dis. Et ce qui est énorme, j'avais tout, tu vois. Je me rappelle même, j'ai une image dans la tête où j'avais ma Rolex Pepsi au poignet, t-shirt Balenciaga, 900 GTS, ma belle maison, les sociétés, basket Gucci. En fait, tu vois le cliché. Mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans le bad. Ah, t'étais pas bien. C'est ça. Et qu'est-ce qui t'a sauvé, enfin, pas sauvé, enfin, je sais pas si on peut dire le mot là, mais qu'est-ce qui t'a aidé, on va dire, à passer ce moment difficile? Déjà, la religion, tu vois, beaucoup. J'ai dit, je faisais beaucoup les Ouais. louanges, les messes, etc. Après, Sandy, Ouais. tu vois, c'est d'avoir Ok. un pilier assez solide. Et après, à un moment donné, je me suis dit, putain, Vincent, t'es pas une fucking victime de merde, donc arrête tes conneries, tu vois. T'es un vrai leader. Ça va être dur, tu vas perdre l'argent, sachant que moi, c'est simple, tu vois, c'est l'argent, c'est quelque chose où je tiens beaucoup, je mets beaucoup de valeur et dès que je perds l'argent, je suis pas bien, tu vois. Donc imagine le type de perte engendrée. Je lui dis, OK, c'est quoi les bénéfices d'avoir perdu autant d'argent? C'est quoi les bénéfices de vivre cette situation-là? Et ça m'a généré beaucoup, beaucoup, beaucoup de rage, beaucoup de force intérieure. Ça m'a beaucoup fait grandir en très peu de temps. J'ai vu les bénéfices, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup recentré les activités, remis les priorités, remis les valeurs, qu'est-ce qui était important pour moi. Donc, à la fois garder une tête haute et une attitude de chef d'entreprise pour montrer que, et à la fois même de chef d'entreprise et de coach, parce que je coachais en parallèle le club pays, tu vois. Donc, montrer toujours que on est là, tu vois. T'es là? Et de l'autre côté, travailler là-dessus et t'endurcir. Et à partir de ce moment-là, je me dis, putain, on va faire les choses et on va rattraper tout ça et on va refaire x10, tu vois. Si la vie est bien faite, si ça nous est arrivé ça, c'est que il fallait que ça arrive, tu vois. Et gratitude de tout pour ces moments-là. Et on passe en mode leader et on trouve des solutions et on avance. Ah ouais. C'est inspirant quand même parce que tu dis, dans tous les parcours, quand tu lis des livres et tout, enfin, non, moi je suis drogué à Robert Kiyosaki, même dans son parcours, il dit il avait à un moment donné perdu plusieurs millions. Ouais, Il est retourné dans la rue, cabine téléphonique, à reprendre à vendre, tu vois, repartir de zéro. Je pense que tu es dans un chemin où il faut ce gros moment bad, ce gros moment de chaos en fait, pour vraiment après atteindre un niveau que tu n'as jamais atteint en fait. c'est ça. Et crois-moi, c'est assez dur, hein. Faut passer par là, tu vois. Mais Ah, je c'est suis dur. passé par. Tu sais, il y a des Ouais. moments, je suis dit, je sais que quand ça m'est arrivé, ça, c'était en juillet. Bah, de juillet à Ouais. décembre, je ne trouvais plus, tu vois. Constamment Tu dormais plus? tracassé. Tout le temps, tu réfléchis, tu es tracassé, tu te dis comment tu vas faire, comment tu vas faire payer ça, comment tu vas finir. Plein de choses et surtout, mais moi, quelque chose qui était dur, c'est les investisseurs que j'ai mis dedans. C'était des proches, de la famille. Parce qu'en gros, moi, j'ai investi. J'aurais dit, bah, c'est un plan qui semble être intéressant, tu vois. Mettez de l'argent dedans. Et du coup, bah, ces personnes-là ont perdu. Mais moi, je me suis dit, je prends la responsabilité. Bah, déjà, le fait de dire aussi que je dois les voir et leur expliquer droit dans les yeux qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ah ouais. Ouais. Et là, bah, pas le choix. Tu prends tout courage à deux mains, tu mets tes couilles sur la table et tu racontes la situation. Moi, je déteste le conflit, donc ça m'a jamais fait autant travailler sur le conflit que là, tu vois. Ouais. Et après, Ouais. vendu des Ouais. trucs et remboursé à 50%, ben, ce que les gens ont mis. Ce qui fait que bah, déjà, je perds mon argent, plus Ouais. 50% des sommes que les gens ont investies. Ok. Ça fait chaud au cœur hein, quand même. Hein. Parce que Pour moi, les c'est moments difficiles. ultra chaud. Ouais. Ok. Bah, c'est un plaisir d'enfin. Hein. Je pense qu'après 10 mois ou je sais pas, j'ai pas compté. Je pense que tu étais dans cette période-là, mais je ne savais pas. Du coup, c'est un peu compréhensible pour t'attraper et avoir une interview parce que je te voulais. Je te voulais. Parce que je ne connaissais pas avant.
On se voyait dans les séminaires. Même moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide, tu vois. Je suis très dans mon coin. Et du coup, je savais que pour arriver à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Du coup, c'était intéressant de partager ça sur ma chaîne. En tout cas, ça a été un plaisir. Et je finis toujours avec une question pour les personnes. Comme ça, ils pourront gagner un petit cadeau, soit un coaching gratuit, soit pose les questions. Et du coup, moi, je t'aide. La question, c'est Vincent Robert. Tu mets ça en commentaire, le premier, il gagne. Quand il commence son marketing de réseau, la première année, il gagne combien? Tu mets cette somme-là dans les commentaires et tu vas gagner un entretien avec moi, gratuit. Voilà. Cool. Un petit mot où on clôture ça tranquillement. Ouais, peut-être un petit truc pour terminer, tu vois, c'est que il y a une phrase, tu vois, qui m'a marqué assez souvent, c'est quand tu penses que c'est fini, c'est là que tout commence. Ouais. La vie est parfaitement équilibrée dans le sens où plus tu perds, plus tu vas gagner. Et plus le prix à payer sera important, plus le prix à gagner sera important aussi, tu vois. C'est important. Ouais. Et ça, moi, je le dis souvent sur la formation, où les gens ils vont rentrer en formation. Je leur dis, le début de la formation, c'est la fin de la formation. Là, vous êtes en formation 1 mois. Dès que vous avez fini, c'est là qu'on commence votre formation. Excellent. C'est là. Parce que les gens, il y a 1 mois, 2 mois, je vais avoir les compétences, tout ça. Non, c'est après. C'est là la vraie formation qui commence, tu vois. Exactement. En tout cas, merci, ça a été un plaisir. Donc du coup, il y aura les contacts de Vincent dans les commentaires si vous voulez savoir un peu plus ce qu'il fait et pourquoi pas rentrer en contact avec lui. Et voilà. Donc, à la prochaine et portez-vous bien. Salut mec. Ciao. Allez, à bientôt. Salut.